Bien, alors aujourd'hui, nous allons voir l'anatomie descriptive du système nerveux central. Comme je l'ai marqué, embryologie, organisation, systématisation, ça va être un peu une présentation, je dirais, multiscalaire parce qu'on va changer d'échelle à chaque fois. On va partir sur les bases. Vraiment, on va voir comme on va le voir sur ce sommaire. Je commencerai par un point de littérature en recommandant certains types de bouquins. Nous introduirons ensuite avec d'abord les attentes et une mise au point sur les termes, une organisation, on va voir l'organisation générale du système nerveux central. On conclura cette introduction par un point d'embryologie et de mise en place des cavités liquidiennes, ce qui permettra de mieux comprendre ce que l'on verra dans la description du névrax, qui comprendra les méninges, la moelle spinale, tronc cérébral, nerf crânien, cervelet, cerveau, cellule gliale, et enfin nous terminerons avec un cas de systématisation sur les voies de la sensibilité. D'abord, sur la littérature, je vais recommander deux bouquins. Le premier bouquin, c'est un grand atlas d'anatomie qui est disponible sur le site de Box Supérieur, qui est un site au sein duquel on va trouver énormément de bouquins d'université sur beaucoup de domaines différents. Des très beaux livres. C'est un livre qui coûte 75 euros, mais c'est un très très beau livre avec de très belles illustrations. C'est vraiment un excellent livre. Et maintenant, plus précisément sur la neuroanatomie, on va avoir un livre de neuroanatomie centrale écrit par professeur Jean-Marie Leminor, qui est professeur d'université, praticien hospitalier. Donc, il est professeur d'anatomie à l'université de Strasbourg. Et il a écrit ce livre, Neuroanatomie centrale, qui est très intéressant, mais qu'il convient de lire quand on a déjà une certaine idée, une certaine représentation spatiale des structures au sein du système nerveux central, puisqu'il n'y a aucune image dans ce livre, ce n'est uniquement de la description. Il est donc primordial de commencer par le grand atlas d'anatomie pour bien avoir en tête la représentation spatiale de toutes les structures pour ensuite pour aller un peu plus loin sur les structures. 25 euros les plus abordables, on trouve facilement à la FNAC. Maintenant, mise au point des termes. Ceux qui ont participé à ma première conférence sur l'introduction aux bases de la médecine d'urgence, ils se souviennent que j'avais fait une mise au point sur les termes aussi, mais que j'ai appelé tout simplement vocabulaire, parce qu'il s'agissait uniquement de définitions, de termes que j'allais employer au cours de ma présentation. Eh bien, cette fois, c'est à peu près la même chose. Sauf que là, il ne s'agit pas de vocabulaire, il s'agit tout simplement parce qu'on va beaucoup utiliser l'orientation quand on parle d'anatomie pour décrire les structures disons, spatialement. Donc forcément, il convient que l'on se mette tous d'accord sur les termes que je vais employer par la suite. Comme on le sait, nous vivons dans la troisième dimension, donc il convient de mettre en place trois plans de coupe. D'abord un plan sagittal, un plan frontal et un plan transversal. Et forcément, ces coupes se font selon des plans, pas selon des axes, pardon. On a la coupe sagittale qui va permettre de différencier la droite de la gauche, la coupe frontale qui va différencier le postérieur de l'antérieur et la coupe transversale qui va séparer le supérieur de l'inférieur. On va avoir donc ces différents axes. Supérieur-inférieur est synonyme de cranial-caudal. C'est ce qui était utilisé disons, une dizaine, vingtaine d'années. On parlait de voie crâniale, voie caudale pour tête et queue, mais supérieur-inférieur, c'est plus actuel. Droite-gauche, ça ne change pas. Et postérieur-antérieur, on parle aussi de dorsal-ventral. On va utiliser ces différents termes au cours de la présentation. On va commencer donc par l'organisation générale du système nerveux central. Eh bien,
D'abord, j'ai fait un schéma extrêmement simplifié, extrêmement simpliste, qui est presque ridicule, mais pas tant que ça finalement, parce que déjà c'est moi qui l'ai fait, et parce que c'est juste une mise en place, juste voilà, une organisation. On a donc le système nerveux central qui est au critérium en gris, comme ça. On a le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral formant l'encéphale. Ensuite, à travers le foramen magnum, on retrouve la moelle spinale qui va former le système nerveux rachidien, c'est-à-dire au sein de la colonne vertébrale, formé par la moelle spinale. On remarque d'abord que cette moelle spinale possède deux renflements qui vont se situer au niveau des plexus, donc plexus brachiaux et plexus inguinaux ou iliaques. Et donc, forcément, c'est à partir de cette moelle spinale que vont partir les nerfs spinaux que j'ai représentés en rose foncé. On a 8 nerfs cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés, 1 coccygien. La moelle spinale mesure environ 50 cm pour environ 50 grammes et l'encéphale pèse environ 1,5 kg. Bon, certains moins. L'ensemble du système nerveux central est complètement entouré par une membrane qu'on appelle les méninges, qui sont en rose clair, en fuchsia en fait. Les méninges, c'est le premier point que l'on va aborder tout à l'heure, mais autour de ces méninges, tout le système nerveux central va être cloisonné par de l'os en orange, représenté par la voûte crânienne, donc le crâne, et ensuite le rachis. Donc ça, c'est l'organisation vraiment générale. Je précise pour dire qu'au cours de cette présentation, vous ne verrez aucune image d'Internet. Ce sont uniquement des schémas que j'ai faits moi-même et tout schéma aura un titre et une orientation. Vous voyez qu'ici, on est orienté crânialement vers le haut et postérieurement vers la droite. C'est-à-dire que là, on aura un individu qui serait sur son profil gauche. La gauche étant vers vous et la droite vers le tableau. En tout cas, voilà. Et il y aura rarement des inscriptions sur mes diapos. Comme ça me permet à moi Enfin, en fait, ça me force à me souvenir de tout. Embryologie et mise en place des cavités liquidiennes. Alors là, on a un premier schéma à gauche qui représente un tube neural. Alors, on sait. Alors là, on a un tube neural qui est déjà assez avancé parce que je vous rappelle que la mise en place de la cavité neurale est permise après internalisation du tube neural, donc après la formation des gouttières neurales et internalisation. Donc là, on a déjà la cavité neurale au sein du tube neural. Autour en orange, j'ai représenté ce qui deviendra plus tard les méninges, et au centre en rose, ce qui représente ce qu'on appelle le revêtement épendymaire ou l'épendyle, qui est une membrane qui va tapisser les parois, les bords du canal de l'épendyle qui se trouve au centre ici. À droite, on a une section d'un tube neural médulaire qui va mettre en évidence les différenciations cellulaires. Par exemple, les cellules situées dorsalement en bleu vont, euh, faire des relais sur les voies sensitives et ventralement sur les voies motrices. Et sur les côtés, on va avoir les voies viscérales végétatives. Et au centre, on retrouve notre canal de l'épendyme. J'en profite pour dire que ce qui est végétatif est qualifié de sympathique et on, on, euh, on, euh, merde, on symbolise le mot sympathique par par un sigma majuscule et on voit bien pourquoi, parce qu'on a bien un sigma qui est dessiné sur le côté ici. En tout cas, voilà. Pour le tube neural médulaire, on a une organisation comme ça. Pour le tube neural, disons crânial, dans l'extrémité crâniale, on va avoir un système de vésicules. C'est-à-dire qu'on va avoir un stade à trois vésicules qui vont chacune donner une certaine partie de l'encéphale. On a tout d'abord à l'extrémité le prosencéphale,
ensuite le mésencéphale, puis le rhombencéphale, puis la moelle spinale. Le prosencéphale va se diviser en deux et le rhombencéphale va se diviser en deux également, ce qui donnera un stade à 5 vésicules, c'est-à-dire que le prosencéphale donnera le télencéphale et le diencéphale, le mésencéphale reste tel que, et le rhombencéphale donnera le métencéphale et le mielencéphale. Parallèlement, le cervelet va se développer secondairement au niveau de la face postérieure du métencéphale en bourgeonnant en fait. Le métencéphale et le rhombencéphale, et métencéphale, mielencéphale vont donner le tronc cérébral. Maintenant, le télencéphale va donner les hémisphères cérébraux, le diencéphale va donner le diencéphale ou troisième ventricule, le mésencéphale va donner le mésencéphale, ou ce qu'on appelle aussi pédoncules cérébraux, le métencéphale donnera le pont, et le mielencéphale donnera la moelle allongée, les trois formant le tronc cérébral. Je précise que ces vésicules font former des futures cavités liquidiennes. Bien sûr, on l'imagine bien parce qu'il y a toujours le canal de l'épendyme au centre, comme je l'ai représenté tout à droite sur une coupe sagittale. On a bien une cavité liquidienne avec le canal de l'épendyme au centre. Et donc, on va voir juste après comment vont se former ces cavités liquidiennes. Alors, ici, j'ai représenté une vésicule. Et ce qui va se passer, c'est que la cavité épendymaire va s'approcher du bord et ce qui va se passer, c'est que après être au niveau du bord, le tube neural va s'écarter. Les cellules vont s'écarter, mais les deux feuillets épendymaires et des méninges vont rester en place. Et en rouge, j'ai représenté le dernier feuillet des méninges qui est accolé au système nerveux central qui s'appelle la pimère. Eh bien, on va avoir un accolement entre la pimère au-dessus supérieurement et l'épendyme inférieurement, et cela va former une structure qu'on appelle une toile choroïde ou toile choroïdienne. J'ai même entendu revêtement choroïdien, mais j'aime pas du tout le terme. Et donc, on va avoir ce que j'ai représenté par les deux petites boules noires, une structure fibreuse qui va longer la cavité supérieurement et qui va en fait tendre la toile choroïde au-dessus de la cavité, au-dessus du ventricule, à telle manière que le cadre va tendre une toile de mètre. Ok? C'est exactement le même principe. Et secondairement, va se former ce qu'on appelle les plexus choroïdes, qui sont des structures fibreuses, qui sont des structures richement vascularisées, qui vont être orientées vers l'intérieur de la cavité et qui vont former ce qu'on appelle les plexus choroïdes et qui vont en fait sécréter le fameux liquide cérébrospinal, ce qu'on appelait avant liquide céphalorachidien. Donc voilà comment se mettent en place les cavités liquidiennes. Donc, là où on a un ventricule, on a un accolement primaire épendyme, donc une toile choroïdienne, donc des plexus choroïdes, donc sécrétion de LCS. Voici le système ventriculaire encéphalique. Alors là, ça peut vous paraître un peu bizarre comme forme. Alors, ici, ce qui est marqué avec le numéro 4, c'est le quatrième ventricule qui se situe en fait derrière le pont. Et donc, c'est la cavité de l'ancien métencéphale. Il est juste devant le cervelet. Voilà, il est juste devant le cervelet. Et c'est par ici qu'il va y avoir un foramen à travers lequel va être sécrété le liquide cérébrospinal. Et donc, il est en continuité par l'aqueduc du mésencéphale avec le troisième ventricule, qui est la cavité du diencéphale, donc diencéphale provenant du prosencéphale. Et ce diencéphale va être relié
par un foramen également aux deux ventricules latéraux 1 et 2 qui dérivent directement du télencéphale et qui, comme on le voit, a suivi la courbure des hémisphères cérébraux. D'accord? Et donc, tout ça est en continuité et de l'autre côté du quatrième ventricule va se prolonger le fameux canal épendymère qui va longer la moelle. Donc, on voit, un circuit puisque on a une cavité liquidienne ventriculaire, donc intracérébrale, et on a une cavité liquidienne extracérébrale qui forme la cavité sous-arachnoïdienne entre la primaire et l'arachnoïde. Et donc, les deux sont connectés par le foramen du quatrième ventricule.